Bien, merci. Oui. On a fait un voyage? Oui, on revient d'un petit voyage, une petite tournée. D'accord, vous êtes allé où? Alors nous sommes remontés jusqu'en Auvergne. La Vienne. Oui, la Vienne. La Vienne, la Haute-Vienne. La Haute-Loire aussi. Ouais, c'est ça. Bon, ce qu'on veut savoir déjà en premier lieu, c'est quoi votre profession? Vous êtes photographe, c'est ça? Je suis artisan, nouvellement artisan, photographe animalier et artiste en même temps. Donc je suis compositeur, photographe. Je compose avec la nature. Donc ça dépend bien sûr des arrière-plans. J'essaie d'en faire quelque chose qui met en valeur l'objet de la scène, c'est-à-dire l'oiseau. Donc qu'il soit en mouvement ou alors intéressé par une mangeoire, un abreuvoir. Donc c'est comme ça que j'en suis à faire de la composition donc, photographique avec les oiseaux. D'accord. Alors ce voyage en Auvergne, vous avez vu quoi exactement? Vous avez photographié quoi? Alors on n'y est pas allé vraiment pour la photo, mais ça on y reviendra. Mais par contre, oui, il s'est trouvé que dans un lieu où j'avais exposé des photos dans une mairie, la mairie des Plans du Gard, il y avait une rivière qui s'appelait l'Ozonais. Et j'y suis allé faire un petit tour un matin, comme d'habitude. Les matins, donc la lumière est excellente. Et je suis tombé sur une petite famille de martins pêcheurs. Donc c'était pris sur le vif, les martins pêcheurs, que le soir même j'exposais donc à cette mairie. Donc je suis totalement autonome bien sûr chez ce qu'il faut lors de mes déplacements, toujours un ordinateur qui me suit, l'imprimante qui me suit, ce qui me permet de en même temps allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que sur place, tu peux prendre ta photo, tu peux faire tes clichés, etc. Puis tu peux aussi retoucher tes images tout et à les fait. mettre en ligne en même temps. Tout à fait, exactement. Oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord. Tout à fait. À côté de toi, on a une amie qui fait quoi exactement? Moi, je suis dans le zéro déchet. Je me suis passionnée pour la couture dernièrement, en fait. On s'aperçoit vraiment qu'on utilise énormément de plastique et d'emballage et de flacons et de tout ça. Et du coup, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je me suis mise seule pour moi à faire des petits produits, mon dentifrice, ma lessive, plein de choses comme ça. Et puis là, j'ai voulu, on a eu l'occasion tous les deux d'exposer au même endroit. Grâce à un marché qui s'appelle le Nomad Market. C'est une association qui a organisé ça, une association où le couple est aussi, c'est un couple nomade en fait. Donc ils ont organisé leur première exposition, leur premier marché où à peu près 70 artistes, artisans ont exposé, quasi tous nomades, voire semi-nomades. Et donc, comme ça faisait 6 mois qu'on savait que Sabri allait exposer à cet endroit-là, je me suis dit en attendant, moi je pourrais faire aussi quelque chose. Donc je me suis mise un peu à faire du recyclage, de la couture, etc. Et puis je me suis prise au jeu complètement et puis maintenant je suis à fond dedans. C'est un peu ce qu'on appelle le do it yourself. Alors moi l'anglais... Oui, fais-le toi-même. Ah oui, d'accord. Ouais, le faire soi-même, faire les choses soi-même. Faire soi-même, voilà, mais... L'écologie, il faut en parler aujourd'hui parce que c'est important. Ça. Exactement. Tout ce qui est le recyclage, il faut en parler aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'il y a de la demande, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a de plus en plus de gens et d'associations qui s'occupent de ça. Oui, en bambou. En bambou, ouais. En papier de blé, là, c'est ça, maïs. de maïs, exactement, Voilà. exactement. Donc moi je confectionne des articles pour éviter justement les emballages et puis tout ce qui est aluminium, film étirable. Donc je fais des charlottes, des bivraps, je fais des éponges, je fais le petit caque vaisselle pour éviter d'avoir le flacon de vaisselle. Enfin voilà, j'évite tout ce qui est plastique en fait. Donc j'essaie de trouver des parades pour pouvoir amener aux gens et puis les sensibiliser justement à tendre vers le zéro déchet, même si on ne peut pas complètement l'enlever. Mais voilà, si chacun fait quelque chose à sa manière, comme il le ressent,
Et en discutant justement avec des personnes qui viennent sur le stand, on se rend compte qu'il y a de plus en plus quand même de gens qui sont attentifs et qui veulent faire quelque chose pour la planète. Et on est 7 milliards sur Terre, si une personne à chaque fois fait quelque chose à sa manière, eh bien on y arrivera peut-être. Enfin, si tu veux parler de ça, ouais. Tu as besoin qu'il y ait des gens qui te contactent, etc. Tiens, quoi, il y a le site internet. Moi j'ai une page Facebook. Oui, c'est ça. J'ai une page Facebook et puis j'ai fait des petites cartes de visite et ils peuvent me contacter s'ils le veulent. La page Facebook, elle s'appelle Créa et Nature. Ok, Créa et Nature sur Facebook. Voilà. On revient sur Kibli. Kibli. Fabrice. C'est difficile à prononcer. Ouais, c'est pas évident à dire, Kibli. Ouais. Soit je me reconnais aussi dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire que au début c'était un peu un test pour moi d'exposer dans des marchés d'artisans en tant que photographe, parce qu'il y en a très peu qui le font. Donc c'était un test et en même temps il se trouve que ça a bien marché parce que les gens ils étaient intéressés. Du coup, je me suis mis à parler biodiversité, sensibilisation, bien sûr, à tout ce qui nous entoure, tout ce qui est en CO2 coincé dans la basse atmosphère, etc. Il y a beaucoup à dire. Donc, je me suis trouvé en face de personnes qui étaient très intéressées, qui voulaient en savoir plus. Et j'ai trouvé que c'était une philosophie de vie pour moi qui me plaisait et que je voulais continuer à vivre et répéter un petit peu au fil des marchés de France, des marchés d'artisans. Ouais, donc voilà. En parlant des marchés, est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans le coin, tiens, la Ciotat, CRS, Marseille S, Massy l'Étoile, dans le Var peut-être? Tout ça c'est à l'étude. C'est à l'étude. C'est à l'étude. Mais au travers de notre association, on a déjà prévu pour 2020 un marché qui va s'appeler à la croisée des arts et qui se déroulera dans le Gard. Donc avec environ normalement entre 70 et 100 participants. On attend, on a lancé déjà les invitations, on a fait notre affiche. Donc après, c'est par occasion, c'est-à-dire que là c'est la deuxième personne qui a un terrain avec qui on a discuté, qui nous a ouvert les portes tout de suite, ça l'a intéressé. Et après, les environs directs, ça se fera dans une seconde étape. Là, c'est à l'étude. Elle a 1 mois seulement. Oui, elle a 1 mois, mais elle a beaucoup d'ambition. Okay. Ouais. Elle est tout bébé. Non, mais justement, les bébés, il faut en parler. Voilà, donc là on a eu l'opportunité de pouvoir effectivement organiser en 2020 un marché aussi. Et donc du coup, voilà, après on voit les opportunités qu'on nous offre en fait. Là pour l'instant ici il n'y a pas encore eu d'opportunité, donc voilà, on n'est pas encore allé faire des marchés, mais peut-être que pour Noël ou... Oui, c'est à l'étude. On aimerait vraiment se faire connaître un peu dans le coin aussi, forcément. C'est à l'étude, oui. Surtout quand en tant que photographe aussi, j'ai fait un petit article sur les oiseaux de la Ciotat, la rue Rennes-Cros. Elle est sur mon site dans la partie mes articles. Ouais, on rappelle ton site, c'est clibisabriphotographie.com, c'est ça? Voilà, photographie au pluriel.com. Photographie pluriel.com, exactement. Voilà. Et donc, là, plus, on peut prévoir de faire des stages avec toi si. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. On va sur le site, on te contacte. Tout à fait, ça se passe comme ça. On peut faire des stages photos animaliers. Voilà. C'est ça, hein? Principalement animaliers. Voilà. Après, si c'est pour une personne qui débute et qui veut avoir mon avis de photographe sur tel ou tel appareil, il peut venir faire un petit stage avec moi et puis je pourrais l'orienter vers quel type d'appareil voilà, se munir. Alors, il faut être assez éveillé par rapport à la nature, c'est-à-dire développer un sens peut-être si l'on veut, en quelque sorte. Moi je l'ai fait, ça fait 4 ans que je vis en camping-car, que je suis proche de la nature. Il y a 3 cm la nuit qui me sépare de la nature, c'est la cloison d'un camping-car. Et je suis à l'écoute des bruits de la nature, des chants le matin. Et tout ça fait que vous commencez à vivre avec la nature et les oiseaux. Donc du coup,
Ce qui est curieux le matin, c'est ces petits piaillements, d'où ça vient, quel type d'oiseau est-ce, et c'est là où moi, à 5 h du matin, je suis dehors, donc voilà, par tous les temps. Et je regarde, je me documente, enfin ça c'était au début. Donc maintenant, avec cette approche naturaliste, aussi une approche naturaliste de la chose, on arrive à prévoir. Les oiseaux ont certaines habitudes. Ouais, le matin, ils viennent boire. Par exemple. Ils viennent donner à manger aux petits. Oui, par exemple. Voilà. Et ça, après 4 ans que vous vivez avec les oiseaux, vous commencez vraiment à développer ce sens-là. Donc, après, bien sûr, l'oiseau est toujours un petit peu imprévisible parfois, mais il faut toujours être là, cadrer la scène où il se passera quelque chose. Ça peut être une mangeoire, parce que je mets aussi en scène un petit peu mes photos. D'accord, si tu fais... Oui. Je dispose des mangeoires en hiver et au début de printemps uniquement. Et le matin très tôt, c'est là où il y a beaucoup d'activité et je prévois à peu près où l'oiseau va descendre. Donc je cadre, il n'y a pas d'autofocus, tout est en manuel. Sur un trépied avec rotule pendulaire, on cadre et puis on attend. Et là, on regarde même pas au travers l'objectif. On regarde juste comme ça, pour ça. Parce que c'est une fraction de seconde quand l'oiseau descend. Si on regarde dans l'objectif, vous n'aurez jamais le temps d'appuyer, il sera déjà, voire dans la mangeoire, déjà reparti. Donc, vous le voyez s'avancer à 4-5 mètres et là, vous déclenchez une petite rafale. Et là, vous avez les photos que j'arrive à prendre. D'accord, c'est une histoire de rafale. C'est une histoire de rafale et une histoire de, bien sûr, de connaissance aussi pour savoir quel type d'oiseau vient où, à quel moment. Il y a une distance pour les... Pas vraiment. Pas vraiment. Je dis pas, il faut être à 15 mètres, à 50 mètres. Non, pas vraiment, non. Pas pour les oiseaux de jardin. Par contre, dans les marais, c'est différent. Dans les marais, il faut avoir une approche très très naturaliste. Savoir casser les formes, savoir se camoufler soi-même, faire la marche du canard parfois pendant 50 ou voire 80 mètres pour se rapprocher un petit peu plus, surtout le matin, comme la lumière est un petit peu pauvre le matin très tôt. Donc il faut essayer de s'approcher au plus pour moins zoomer, pour avoir plus de lumière qui rentre dans l'objectif. Ce qui fait qu'après le stabilisateur de l'appareil est là pour avoir une photo assez nette. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que la vie sauvage dans les marais, c'est beaucoup plus difficile que des oiseaux qui ont leur habitude et qui sont habitués à vous. Voilà. Hormis les oiseaux, il y a d'autres animaux que tu photographies? Oui, ça m'arrive aussi, quand il y a une fouine qui passe ou un serpent, parfois un chamois, les chamois du Honeck aussi, oui, c'était une belle expérience aussi. Sauf qu'eux, ils étaient à 500 mètres, donc j'ai dû les shooter à 600 mm, donc Les poissons. voilà. Les poissons c'était assez particulier, donc les poissons des temps de Vollerdingen en Alsace. J'étais dans le camping-car le matin, j'ai entendu du bruit, il était à peu près 7 h du matin, mais c'était en hiver, et il faisait sombre dehors. Alors je suis parti voir, et puis j'ai mis ma lampe frontale avec mon appareil photo, et puis d'un coup je vois des éclairs sur l'eau qui passent, et en fait c'était des poissons, c'était des scènes de chasse, et des poissons, des truites arc-en-ciel qui se sauvaient d'un brochet ou d'un sciure. Et ça a donné les photos que vous pouvez voir sur mon site en fait. Il y a eu toute une série. L'album s'appelle Blue Gravity. Il y avait de la brume. C'était assez particulier, donc voilà. Alors en ce qui concerne le film, bientôt plus qu'un souvenir, donc c'est un film assez triste où il y a des échos bien sûr de certaines personnalités qui se battent aussi pour la biodiversité, avec une musique qui m'a donné en fait le vrai fil d'Ariane à suivre pour faire ce film-là, qui a demandé 4 mois de tournage. J'aurais pu faire un film de 2 heures, mais il s'est trouvé qu'à cette époque-là, j'étais vraiment un petit peu dans la découverte de tout ce qui se passait. Et c'est là où j'ai filmé tous les matins pendant 4 mois pour faire ce... D'accord, donc tu as sorti un 8 minutes oui. Sur les oiseaux des collines de Saint-Jean-de-Garguet. Voilà, Saint-Jean-de-Garguet, entre Aubagne et Gémenos. Ouais, c'est tout à fait ça. Avec, là quand même, voix off, Isabelle Autissier oui. Et Nicolas Hulot. Oui, tout à fait. Oui. C'était important pour moi de mentionner des personnes qui étaient investies, l'une par ses fonctions à l'époque,
Donc il n'a pas été vraiment... enfin, et Isabelle Autissier avec la 2WF, moi la 2WF depuis que je suis enfant je connais, donc ça m'a rappelé les pandas en Chine, j'étais moi-même en Chine pendant 3 ans à cette époque-là. Il y a plein de choses qui m'ont poussé à choisir Isabelle Autissier qui est une grande connaisseuse de la mer. Elle est ingénieure, donc comme ça que on peut le voir sur YouTube. Bien sûr, tout à fait. YouTube, c'est aussi pareil, Clélie Sabri aussi, photographie. Oui, aussi, lié, oui. Aussi, ouais. D'accord. Donc, création et nature. Faune en souffrance. C'est ça, écrire et nature. Écrire et nature. En fait, on essaye de faire quelque chose à notre niveau pour aider notre planète qui va pas très bien. Création, Facebook, création et nature. Et j'ai vu qu'il y a écrit il y a Faune en souffrance, c'est un groupe aussi. Alors, Faune en souffrance a été un groupe qui, pour moi, devait exister. Parce que, autant que j'ai regardé et cherché, je n'ai pas trouvé de groupe comme ça. C'est un groupe qui est très dur, en fait. Où l'on essaie de signer un grand max de pétitions, où on essaye d'alerter un petit peu le grand public aussi, de par tous nos adhérents à ce groupe-là, Faune en souffrance. Et c'est la parole à la faune en détresse, si vous voulez. C'est pour ça que ça porte le nom de Faune en souffrance. Donc voilà. La faune va mal. La faune va très mal. On a plus de 6000 en quelques mois. L'espèce qui a disparu. Non. Ah. Je parle du groupe. Parce que ça montre que les gens ils s'intéressent. Donc, plus de 6000 messages ou posts ou interactions sur ce groupe-là. Donc, je trouve que c'est pas mal pour environ 440 membres. De vertébrés. De vertébrés. Ouais. Alors les facteurs sont multiples. Oui, c'est ça. Les facteurs sont très multiples. En 200 ans d'ère industrielle, et en passant par les guerres il y a environ 70 ans, en fait ça fait accélérer la chose. Donc il y a plein de catastrophes naturelles qui sont en cours. On peut parler du Gulf Stream qui est presque à l'arrêt, du permafrost sur les 3 continents qui est en train de fondre, et plus ça fond, plus le climat va se réchauffer, puisqu'il n'y aura plus cette surface blanche qui est presque un genre de miroir aux anti-UV pour que ça rebondisse dans l'atmosphère. Donc il y a des accélérations depuis environ 70 ans à cause de tout ce qui est intensif. Ça peut aller de l'agriculture intensive. Ça peut aller, bien sûr, il y a 70 ans, pendant les guerres mondiales aussi, toutes les autoroutes qu'on a construites, l'industrie du moteur aussi. Et avec tout ça, il faut dire qu'on a environ 1,4 milliard tonnes de CO2 qui est bloqué dans la basse atmosphère. Et il y a plein de choses, plein d'alertes, les pesticides qui touchent les nappes phréatiques quand il pleut. Voilà. Après, ça alimente les ruisseaux, les rivières. Tout le monde pollue. Oui, c'est ça. Et c'est justement pour ça qu'on se bat aujourd'hui un petit peu. Moi, mon message, c'est en fait essayer de discuter avec les gens pour changer notre consommation. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on est, nous, consommateurs. S'il n'y a pas de consommation de produits, je ne sais pas, industriels, je ne vais pas citer de marque, mais des petits gâteaux industriels, par exemple, il faut savoir que ces petits gâteaux-là, on les trouve dans les magasins, mais quand on voit la composition et qu'il y a des œufs dedans, quand on sait que c'est tellement fait à grande échelle, ces œufs, ils viennent d'où? D'élevage intensif. Et quand on voit les élevages intensifs, il y a des vidéos qui ont été postées sur Facebook par Stomy Bugsy, par exemple, qui a effectivement fait une vidéo et qui les voit, elle ne voit jamais la lumière du jour, elles sont malades, elles se battent entre elles sont déplumées, elles ont une vie horrible. Et voilà, mais les gens, quand ils achètent, en fait, ils pensent pas faire une mauvaise action, en fait, puisqu'on nous offre ce produit-là. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait, c'est ouvrir la conscience aux gens pour qu'ils comprennent que derrière, quand on consomme quelque chose, il y a quelque chose derrière. Ça ne se fait pas comme ça. Tout ce qu'on consomme, moi j'adorais par exemple, il y a encore pas si longtemps, je l'ai appris, j'adore les œufs de Caille, parce que je les aime toujours, mais j'en achète plus.
Parce qu'effectivement, j'en trouve partout, dans tous les supermarchés, mais je me suis pas demandé comment ils étaient pondus, ces œufs de caille. Et ben c'est pareil, en élevage intensif. Et voilà, et tout est comme ça en fait. Et c'est ça qui va pas. Et c'est ça que les gens... Enfin, moi j'aimerais que, voilà, quand je discute avec les gens, j'aimerais qu'ils comprennent effectivement que quand on achète un produit, il faut le faire en conscience, en sachant qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Il faut s'interroger en fait, voilà, c'est ça surtout. Il faut s'interroger sur ce qu'il peut y avoir derrière. Alors oui, forcément, au bout d'un moment, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, revenons aux produits bruts et naturels. À ton avis, ça va prendre combien de temps pour prendre conscience? Alors, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on a mis 200 ans pour flinguer la planète. Eh ben, il en faudra tout autant pour prendre rien. Je ne sais pas si on aura autant de temps. Après, si ça la va. planète Terre nous Oui. laissera autant de temps. Je ne pense pas non plus. Moi, enfin, après, chacun ses mais propres. Bon, ça, voilà. Eh ben, il faut changer et s'interroger en fait. Quand on achète un produit, il faut essayer de savoir, voilà. En fait, d'où ça vient, comment c'est produit. Voilà, on sait qu'un œuf de caille sort d'une caille, mais comment la caille elle est élevée? Si c'est chez un petit producteur, c'est génial, mais si on les voit dans les magasins en rayon où il y en a je sais pas combien... On peut continuer à manger de la viande, on peut continuer à manger des œufs, tout à on peut fait. continuer à manger de tout, sauf prendre conscience que d'où ça vient. Voilà, et puis éviter les choses trop transformées, type industriel, voilà, ça c'est sûr qu'à partir du moment où c'est... la grande fabrication. Où c'est de la grande distribution, industrie, l'industrie voilà. intensive. Essayons de revenir à des choses. Essayons de revenir à ce que nos grands-parents avaient comme valeur au moment où ils mangeaient simplement des fruits, des légumes simples. Tout en gardant le modernisme, on doit manger comme avant. Ouais, c'est ça. Après, le problème, c'est quoi? C'est un problème de surpopulation aussi, hein, donc on ne s'attendait pas à être 7 milliards. À être 7 milliards. Et qu'est-ce qui nous a voilé la face? Eh ben, au début, c'était les deux guerres mondiales. On s'est occupé juste à produire les moteurs, bombarder le voisin et tout et tout. On ne s'est même pas dit que derrière, il y avait de la population qui augmentait et tout. On n'a rien vu de tout ça pendant 70 ans. Aujourd'hui, on se réveille, mais enfin, je veux dire, hier quand même, on se réveille les années 70 environ, et on découvre qu'il y a un impératif, c'est de pallier la faim dans le monde déjà. On a donc dû inventer du maïs transgénique, du blé pareil, qui ne sait plus aujourd'hui vivre sans pesticides, parce que c'est plus les plantations d'avant. On ne sait plus cultiver la terre comme on la cultivait avant. Aujourd'hui, on la cultive avec tellement d'intensivité qu'il n'y a plus de vers de terre. Il n'y a plus de toutes ces galeries, ces insectes, cette biodiversité qui faisait que la terre était aérée et qu'elle donnait plus de productivité. Voilà. Aujourd'hui, on est obligé de passer par les pesticides pour protéger ces plantations-là. Avant, il y avait les oiseaux. Il y avait les insectes, les oiseaux, il y avait tout. C'était en fait une sacrée alchimie qui s'appelle justement l'écosystème et la biodiversité de base. Voilà, faisons comme on le ressent chacun de nous. Moi, ce que j'aime quand on va comme ça au-devant des gens lors des marchés et que je propose mes produits, c'est d'échanger avec eux et puis qu'ils m'apprennent des choses et que si je peux leur dire et leur apprendre quelque chose, leur faire prendre un tout petit peu conscience de quelque chose, ben voilà, c'est déjà bien, quoi. Tous tes produits sont sur Créa et Nature. Oui. Créa et Nature, c'est ça. Et parfois nous-mêmes on apprend, parce qu'on est en contact avec le paysan. Le paysan qui veut se dégager des produits chimiques, c'est très important de le dire. Et les paysans aujourd'hui essayent d'arrêter un petit peu tout ce qui est pourriture et tout là, et ils essayent petit à petit des produits qui sont beaucoup plus bio, beaucoup moins nocifs, par exemple, comme le cuivre. Tout ça, on en entend parler. Il y a plein de choses qui se passent. On apprend énormément des gens. Il y en a vraiment plein. C'est un dialogue, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant, parce que si ce serait juste pour prôner et tout, c'est bien de le faire aussi, il le faut. Mais qu'est-ce que ça va nous apprendre à nous, hein? Donc si on n'a pas d'échange, et cet échange culturel, je veux dire, avec ces gens-là qui ont vécu vraiment leur terre, ils l'ont vécu, c'est leur vie. Donc oui, ça nous en apprend beaucoup. Énormément. Et puis les contraintes aussi que ces gens-là, ils ont, quand ils sont dans le bio, ils ont plein de contraintes, ces gens, ils sont... Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est pas utopique, on non. peut y arriver. On pourrait y arriver avec beaucoup de volonté. Alors c'est un combat de tout un chacun. Ça ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un chef de gouvernement. Non,
on ne peut pas le dire. Et on ne peut pas jeter la pierre à une personne qui est en haut, qui essaie de s'en sortir elle aussi pour diriger un pays où il y a beaucoup de... Oui, c'est ça. Mais moi je suis tout à fait d'accord voilà, avec ça. ça. Non, ça se passe au niveau individuel. Ouais. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est les autres. Voilà, c'est tout à chacun. C'est que comme ça qu'on y arrivera. Et c'est là où est toute la complexité de la chose, en fait. C'est ça qui est compliqué. Que chacun fasse en toute conscience, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est ça, en fait. Hein. C'est voir, regarder la nature, l'observer et faire en conscience. Parce que nous, on a la chance de pouvoir encore voir plein d'animaux, mais d'ici quelques années, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils verront rien de tout ça, quoi. Mais où est-ce que c'est passé tout ça? Et est-ce qu'ils respireront encore normalement? Est-ce que quand on voit tous ces taux de pollution dans les villes, etc., dès qu'il fait un peu chaud, du mercure, enfin, voilà. du méthane, du CO2, il y a des virus maintenant qui se développent, permafrost qui font, on va avoir des nouvelles maladies. Ça a beaucoup d'impact, hein, parce que il y a eu des cas de variole, des cas de charbon, l'anthrax aussi, hein, qui a décimé il y a eu des cas. Et tout ça, c'est ce qu'on respire. C'est ce qu'on respire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer alarme. L'alarme est tirée déjà depuis beaucoup longtemps, de personnes. Même si l'alarme est tirée, c'est dans la conscience des gens que ça doit se passer. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la philosophie de vie de nous, comme j'espère ceux qui peuvent, c'est vraiment de faire passer le message comme si on parlait à un frère, à une sœur, lors de marcher avec des gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, mais on est tous liés par la même cause. Sur En le fait. marché, prends les pommes, les tomates, ce que tu veux, mais prends pas de sac en plastique. Ouais, ah bah ça déjà. Déjà. Ça c'est sûr et certain. Prends un sac en papier. Voilà, exactement. C'est pour ça que je fais des sacs à vrac. Que je propose des sacs à vrac. Les éponges, c'est pareil. On peut faire des éponges en coupant son t-shirt. Enfin, on peut faire plein de choses, même soi-même, sans acheter chez quelqu'un qui crée du zéro déchet. On peut faire des choses soi-même. Vraiment, il y a justement. Alors maintenant, avec Internet, on peut voir. Il y a plein de tutos, recettes. Il y a des tutos. Voilà. Donc, il suffit de s'y intéresser, de vouloir un peu changer son mode de vie, de pas toujours vouloir aller trop vite. Allez, bon, bah, je paye 2 €, j'ai ma lessive, et puis voilà. Alors que bon, bah oui, il faut passer un petit quart d'heure à la faire. Ça prend un quart d'heure du temps. Il y a des gens qui ont de moins en moins de temps. Reprenons le temps de vivre, reprenons le temps de faire des choses, et puis soyons conscients de notre consommation. Voilà. Tu rappelles ton prénom? Sylvie. Sabri. Sabri. Ok. Merci d'être venu. Merci pour bien. le temps de parole. Il faut le dire à tout le monde, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, je pense Tout à fait que... ça. Et puis, il y a tellement de gens qui font déjà plein de petites choses, donc voilà, c'est Il y a aussi l'enseignement qui est très important. Continuons tous à faire un petit geste au quotidien. L'enseignement, c'est bien aussi, hein, quand tu as des petits poussés et tout. Eh bien, écoutez, merci. Merci à TV Ciota.